Bien, bonjour les Inks, et aujourd'hui nous allons parler de la série Green Lantern Rebirth dans son intégralité au sein de cette vidéo. Et c'est pour cette raison qu'il y aura plusieurs cuts afin que je n'ai pas oublié tout ce que j'ai lu au début lorsque j'arrive à la fin de la série pour vous faire la review. Parce que ça, c'est le genre de problème que je rencontre tout le temps. J'arrive à la fin d'une série, je vais pour faire la vidéo et j'ai oublié les premiers tomes. Tu vois. Donc voilà, on va corriger cela. Et donc je vais faire plusieurs cuts. Il y aura une vidéo par tome ou par arc, ça dépend, que je collerai au montage, évidemment, afin de ne faire qu'un seul épisode. Green Lantern Rebirth, c'est scénarisé par Robert Venditti, que je connaissais sur le Flash New 52 pour ma part, puisqu'il avait repris le titre après le départ de Manapool et Buccellato. Robert Venditti, qu'on retrouve donc sur les épisodes 1 à 7 de la série, qui en VO s'appelle Hal Jordan and the Green Lantern Corps Rebirth. Voilà. Mais pas que, puisqu'il est accompagné pour la partie dessin par un habitué des Green Lantern, à savoir Ivan Van Sciver, qui avait déjà travaillé avec Geoff Jones sur l'excellent run de Geoff Jones, que vous trouverez dans la série Geoff Jones présente Green Lantern, voilà, qu'on ne présente plus finalement. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, je vous y retourne. Si jamais, sachez que c'est la meilleure chose probablement à lire sur les Green Lantern en VF. Voilà. Et donc, à lire de préférence avant d'attaquer Rebirth. Et au dessin, il n'y a pas que Ivan Van Sciver, mais il y a également un certain Rafa Sandoval. Voilà, Rafa Sandoval qui s'était déjà illustré sur Catwoman New 52. Bien que scénaristiquement, c'était un peu de la merde, la partie graphique était magnifique avec du Guillaume March et du Rafa Sandoval déjà à l'époque. Et c'était sublime. Et là, pour le coup, c'est ma grosse claque de tout ce que j'ai pu lire en Rebirth, le dessin de Sandoval, parce que c'est juste sublime. Voilà. Et Evan Van Sciver, évidemment, c'est une superstar du comics, hein. Donc il n'est pas en reste. Vous voyez que c'est sublime. Au niveau du scénario, qu'est-ce que ça raconte ? Faut savoir que le statu quo a été complètement changé. Lorsqu'on commence cette histoire, les Green Lantern ont littéralement disparu de l'univers. Il ne reste que le Yellow Lantern Corps, toujours dirigé par un Sinestro vieillissant. Et ce Sinestro, eh bien, il a enfin asservi l'intégralité de l'univers. Voilà. Grâce à la puissance de la peur, sa lumière jaune, et Parallax, l'entité démoniaque de la peur. Il règne donc en maître, sans réelle opposition, un peu comme notre président Macron. Mais évidemment, il va être confronté tôt ou tard au retour de nos héros en costume vert, menés par le charismatique John Stewart, puisque Hal Jordan ne fait plus partie du corps. Hal Jordan, il a disparu aussi, on ne sait pas vraiment où il est, mais il n'est pas avec le corps. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bref, alors je vais vous passer en revue le bouquin sous les yeux pour que vous puissiez vous rendre compte de la magnificence de ces dessins. C'est juste sublime, ça a tombé par terre vraiment. Surtout le travail de Rafa Sandoval, pour lequel j'ai une préférence ici. Ce que je reprocherais à Ivan Van Sciver, c'est un découpage. Autant, en fait, Ivan Van Sciver, moi je le trouve très bon sur les pleines pages, tu vois, les doubles pages, les trucs qui envoient du steak, ou sur les covers éventuellement. Mais voilà, j'ai du mal avec son découpage à Van Sciver. Bon, il y a le bébé dans le salon, je suis obligé de faire cette vidéo dans le salon parce que je garde le môme en fait, si tu veux. Donc voilà, j'optimise le temps comme je peux. Il a décidé de me troller. Oui. Alors, on pourra peut-être faire la review de ça aussi à l'occasion. Non, j'ai pas envie de chanter. Bref, et ce que je reproche à Ivan Van Sciver également, c'est de reproduire souvent les mêmes visages. Regardez, ici c'est flagrant. On a Guy Gardner ici, regardez. Guy Gardner, le rouquin de la bande. Et regardez, si je le compare avec John Stewart, là, c'est flagrant, c'est exactement, tu as l'impression que c'est un calque, en fait, c'est exactement les deux mêmes visages, avec un swap color. En fait, c'est comme dans un jeu vidéo, quand tu crées un personnage, tu sais, tu hésites entre la couleur de peau et la couleur des cheveux, mais voilà, ton personnage est déjà fait, morphologiquement, anatomiquement, il est déjà bien installé, et en fait, tu hésites entre la couleur des cheveux et la couleur de la peau, donc tu passes du blanc au noir et du roux au noir, et voilà, tu sais pas trop. C'est exactement l'impression que ça me fait. Donc voilà ce que je reprocherais à Ivan Van Sciver. Putain, c'est chiant à dire.
pour la partie graphique. Ouais, les visages sont pas toujours très réussis, je trouve, hein. Regardez par exemple ici John Stewart, je le trouve absolument dégueulasse. Bref, c'est pas son plus grand travail, on va dire. Il était plus en forme sur l'époque Geoff Jones sur Green Lantern. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Rafa Sandoval, lui, s'applique à merveille et il nous délivre un travail absolument phénoménal. C'est très accessible, ça porte bien son nom pour le coup, hein, ça marche bien en tant que numéro 1, en tant que relaunch, puisque finalement on se déleste un petit peu du lore précédemment instauré par Geoff Jones au cours des années 2000, un lore très, très, très fouillis, hein, très, très florissant. Et finalement, Robert Venditti, sans non plus complètement l'occulter, parvient à s'en débarrasser, parvient à s'en délester pour, pour nous servir une histoire solide, bien rythmée, hein, ça bourrine bien au niveau de l'action, c'est parfait. Peut-être même un peu trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de développement, c'est vraiment bourrin du début à la fin, ça, c'est du fight quoi. Il n'y a pas de grand développement, voilà, scénaristiquement c'est pas non plus complètement ouf, hein, c'est juste le retour des Green Lanterns dans un univers qu'ils avaient abandonné jusque-lors et une éternelle confrontation contre les Yellow Lanterns, voilà. Donc scénaristiquement ça va pas chercher midi à 14h, mais c'est diablement efficace. Euh, voilà, c'est une très très bonne réussite pour un premier numéro. Et je le conseillerais même aux nouveaux lecteurs. Je ne pense pas qu'ils seront perdus. Alors certes, il y a beaucoup de personnages quand même à connaître, hein, au sein des Yellow Lantern Corps, au sein des Green Lantern Corps. Mais c'est suffisamment lisible pour que ce soit accessible pour un nouveau lectorat. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et je le conseille, j'ai hâte de lire le tome 2. Je vous dirai ce que j'en ai pensé évidemment dans cette même vidéo. Après quoi, on va parler du tome 2. 3, 4. Alors, on retrouve évidemment la même équipe créative avec Venditti au scénario. Et puis nous avons toujours Rafa Sandoval et Ivan Van Sciver pour le dessin. Avec l'arrivée d'un petit nouveau, Weken Marion, qui livre un travail, ma foi, honnête. C'est très propre. C'est juste que forcément, vu qu'il passe entre du Van Sciver et puis du Sandoval, il a un petit peu de mal à briller. Cela dit, ça reste clairement honorable et à aucun moment mauvais, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait la série Green Lantern Rebirth, elle peut se targuer d'avoir une vraie constance au niveau de la qualité graphique et ça c'est plutôt cool parce que c'est pas donné à toutes les séries. Je crois que Green Arrow s'en était plutôt bien sorti à ce niveau-là également, mais c'est à peu près tout. Là vraiment on a du bon boulot de A à Z, hein, voilà. Même si voilà, je le rappelle, Weken Marion, il souffre un petit peu de la comparaison avec ses deux autres collègues. Tout comme Venditti souffre de la comparaison évidemment avec Geoff Jones concernant le lore des Green Lantern, puisqu'il en prend clairement la suite. Et c'est vrai que c'est pas au même niveau, on est d'accord. Cela dit, il nous livre un travail respectueux du lore de Geoff Jones, lore qu'il va réimplanter petit à petit en développant ses récits, en développant ses arcs, hein, puisque au début il l'avait assez épuré tout le contexte des Green Lantern pour les premiers épisodes afin de rendre le truc plus accessible aux nouveaux lecteurs. Mais vous allez voir que dès le tome 2, le tome 3, etc., on va commencer à réimplanter des choses créées par Geoff Jones, avec notamment l'Arfleeze. Enfin voilà, on va même aller piocher dans d'autres éléments de l'univers d'ici, comme notamment les New Gods, avec la présence d'Orion et du High Favor, pour ce qui concerne, dans mes souvenirs, le tome 4. Alors l'idée ça va être de pas trop vous spoiler et ça va être compliqué. Oui là vous voyez le reflet du porte-clés Superman. L'idée ça va être de pas trop vous spoiler concernant ces 3 tomes. Et ça va être assez compliqué parce qu'il se passe pas mal de choses importantes. Cela dit, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que parfois tu vois l'ambition de Venditti, mais ça va pas au bout des choses et on retrouve très vite un statu quo classique et c'est ce qui me dérange. On a une alliance entre les Green Lantern et les Yellow Lantern, voilà, c'est pas vraiment du spoil, c'est la couverture de ce tome 4. On a une alliance donc avec les Yellow Lantern menée par Soranik Natu, qui est la fille de Sinestro et qui a repris la direction du corps après la disparition subite de son père. Et qui tente de faire basculer le corps tout entier du bon côté, à savoir celui des Green Lantern.
sous les yeux d'un Jon Stewart relativement méfiant. Jon Stewart qui veut œuvrer lui aussi à la réconciliation ultime. Le truc, c'est que, alors, évidemment, il va y avoir toujours des tensions entre les deux corps, hein, voilà, ils vont travailler ensemble. D'ailleurs, il va y avoir une grande chasse à l'homme qui va être organisée dans tout l'espace, puisqu'il y a des fidèles à Sinestro qui vont refuser de se ranger du côté des Green Lanterns, qui sont leurs ennemis historiques, on comprend parfaitement pourquoi. Et donc, on va envoyer des équipes de deux, généralement composées d'un Green Lantern et d'un Yellow Lantern, ce qui va donner lieu à des binômes assez inattendus, et ça, c'est cool. Et donc, ces binômes vont être chargés d'aller récupérer des anciens lieutenants de Sinestro perdus aux quatre coins de la galaxie, afin de les réhabiliter, de les faire revenir dans le bon camp. Ça va être assez compliqué parce qu'il y a des Yellow Lanterns qui ont la peau dure, qui ont la dent dure, dirait-on plutôt. Et donc, c'est, je pense, ce qui m'a le plus plu pour l'instant. Voilà, j'ai fini le tome 4, et pour l'instant, sur les 4 premiers tomes, c'est cette chasse à l'homme qui m'a le plus marqué, parce que ça donne lieu à des séquences assez incroyables, notamment un règlement de compte, une rivalité plutôt, on appellera ça comme ça, entre Guy Gardner et... alors ça doit être dans le tome 2 je pense, ou dans le tome 3 peut-être, je sais plus vraiment. Entre Guy Gardner et Arkillo, qui a un peu les deux mêmes physionomies, on va dire, les deux mêmes psychologies. Et donc forcément c'est pour ça qu'ils se sentent assez proches. En tout cas que Guy Gardner se sent très proche d'Arkillo. Et donc ce dernier va aller le chercher tout seul par la peau du cul. Et donc il le provoque en duel. Ce duel consiste en un combat à main nue sans les anneaux, afin de vraiment prouver ce que valent les deux hommes sans leur super pouvoir. Le combat est assez violent, très brutal. Bref, concernant ce règlement de compte entre, cette rivalité entre Guy Gardner et Arkillo, je l'ai trouvé très sympa, malgré une réalisation un petit peu trop classique, c'est-à-dire qu'on verse dans le stéréotype du gars qui en plein combat est en train d'en prendre plein la gueule et repense à ses années douloureuses passées auprès de son père violent. Et de ce fait, eh bien, voilà, il va repenser à tout ça, Guy, et il va faire ressurgir une rage qui va lui permettre de défaire Arkillo à main nue. Donc vraiment le coup du père violent, alcoolique, qui tape sur son homme et tout. Voilà, c'est assez... c'est du déjà vu et revu, quoi, mais au moins, voilà, ça reste efficace. C'est-à-dire qu'en fait, Venditti, ça va pas chercher midi à 14h, ça livre des arcs relativement simples, mais au moins ça fait le boulot. C'est bien rythmé, voilà, c'est sympathique, c'est du très bon divertissement, même si c'est pas aussi ambitieux, je le rappelle, que ce qu'avait fait Geoff Jones à l'époque. Enfin, si, il y a de l'ambition, c'est juste que ça va pas au bout. Je prends par exemple cette idée de réconcilier les deux corps. C'est plutôt cool sur le papier, mais on revient très très vite à un statu quo avec un rebasculement moral de la part des Yellow Lanterns, notamment de Soranik Natu, du mauvais côté, suite à une révélation, et j'ai trouvé que ce basculement venait trop vite. J'aurais préféré voir cette alliance pourrir de l'intérieur, plutôt que finalement les jaunes redeviennent méchants et les verts redeviennent gentils. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on suive, pourquoi pas, un nouveau personnage créé par Venditti, à savoir un Green Lantern. J'aurais aimé qu'on le suive et qu'on le voit devenir jaune petit à petit, en fait, tu vois, ça aurait pu être sympa. Là, on se retrouve très vite avec quelque chose d'assez manichéen où les jaunes redeviennent jaunes, les verts redeviennent verts. Il n'y a aucun vert qui passe du côté jaune, et par contre, il y a quelques jaunes qui restent verts, mais voilà, c'est des no-name, hein, c'est des seconds couteaux, donc finalement, il n'y a rien de vraiment. C'est pas comme si Arkillo était resté vert, tu vois. Voilà. Il y a des choses qui me paraissent un peu étranges. Déjà, c'est ce basculement moral d'Arkillo, qui était quand même l'un des plus fidèles dévoués à Sinestro, qui bascule assez facilement du côté des verts, et puis qui rebascule après du côté des jaunes. Le mec, ça devient une girouette, quoi. Alors que moi, je l'imaginais comme étant vraiment un fidèle à la vie, à la mort de Sinestro. Et là, il bascule un coup jaune, un coup vert, et je le trouve vachement. Je trouve que c'est une girouette, et ça correspond très mal à la caractérisation du perso. En tout cas, l'idée que je m'en faisais. Donc voilà, on a un arc qui est franchement peu mémorable. C'est d'ailleurs le dernier que j'ai lu, et c'est pour ça. Il faut savoir que j'ai commencé le tome 1 en avril, et là le tome 4 je l'ai fini, on est à la fin août. J'ai laissé passer pas mal de temps entre chaque tome, et ça a joué contre moi. Ça a joué contre moi parce que les Green Lanterns, même si au début c'est pas le cas, au début comme j'expliquais le lore est assez épuré, c'est assez simple, plus on avance et plus on va étoffer tout ce lore, tout ce background, et forcément les Green Lanterns, vu que c'est un contexte intergalactique, ça devient très vite fouillis, ça devient très vite dense,
Il y a beaucoup de personnages. On est vraiment sur un concept de corps, d'escouade. Le titre en VO a beau s'appeler Hal Jordan and the Green Lantern Corps, ce qui sous-entend que l'histoire est centrée sur Hal Jordan, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, quoi. Je veux dire, chaque Green Lantern du secteur 2814, à savoir les Green Lantern terriens, ont leur importance. Et vous allez voir que John Stewart, qui a upgradé, qui est devenu carrément le chef du corps, et ça c'est très cool. J'aime quand il y a des personnages qui ont des évolutions, que ce soit des évolutions professionnelles ou des évolutions familiales. J'aime beaucoup quand ça arrive. Et donc là, pour le coup, John Stewart devient le chef du corps des Green Lantern en l'absence évidente des gardiens. Donc on a restructuré un petit peu le corps. Hein. Guy Gardner a également son importance, il a beaucoup de temps d'écran, on va dire, tout comme Kyle. Et Hal Jordan, bah, il est fondu au milieu de tout ça. Il a également des moments d'anthologie. Hein. Mais pour un titre qui s'appelle Hal Jordan and the Green Lantern Corps, je trouve que c'est un petit peu trompeur, quoi, parce que là, pour le coup, Robert Venditti traite les Green Lanterns comme ils doivent être traités, à savoir comme une escouade, comme un corps. Voilà, c'est dans le titre. Hein. Et de ce fait, on est sur un récit d'équipe. Alors évidemment, les 4 Green Lanterns terriens se détachent du lot. Ils sont beaucoup plus mis en avant que les autres. Mais voilà, on traite quand même pas mal de persos. Il y a Tomartu, il y a Kilowog, il y a Salak. On traite quand même pas mal de personnages du corps. Et voilà, pour moi, il y a 4 personnages principaux qui sont les 4 Green Lanterns du secteur 2814. Et non pas Hal Jordan tout seul. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai pas de Green Lantern préféré. À cette question, je sais jamais quoi répondre. Parce qu'en fait, je trouve que les 4 apportent chacun quelque chose qui forme un tout. J'aime pas forcément Guy Gardner pour ce qu'il est, mais ça me dérange quand il n'est pas là dans une histoire Green Lantern parce qu'il apporte son côté hooligan. Hal Jordan, c'est un peu le mentor de tous les autres. Hein. C'est un peu la superstar, donc oui, heureusement qu'il est là. On a Kyle Rayner, on a John Stewart. J'aime beaucoup également John Stewart pour ce côté beaucoup plus calculateur, beaucoup plus en retrait. Mais quand il faut aller sur le terrain, on peut compter sur lui. Vachement ordonné parce que c'est un ancien militaire. Donc pour moi, les 4 Green Lanterns apportent tous quelque chose. C'est une force de frappe. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément de Green Lantern préféré. Pour moi, ça forme un tout homogène. Et donc ça, Venditti l'a très bien compris. Et c'est vraiment ce que j'aime bien dans son récit, c'est qu'il n'y a pas... Hal Jordan ne vole pas la vedette aux autres, en fait. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc on a des passages assez sympathiques comme celui-ci qui est très émouvant où Hal Jordan se remémore son père. L'arc en lui-même n'est pas terrible. Il s'agit d'un affrontement contre des espèces de golems géants de métal qui balancent des rayons oméga. C'est un peu nunuche quoi, hein, pour être franc. Ça va pas très très loin dans ce que ça propose en termes de raisonnement. Mais voilà, c'est que de l'action, c'est que de la baston. Pourquoi pas, faudrait pas que toute la suite du run soit comme ça, soit de ce ton, parce que ça me ferait vite chier. Là, on ramène le High Father et on ramène Orion, donc on rappelle que l'univers cosmique de DC s'arrête pas au Green Lantern, et ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, l'arc en lui-même, non, franchement, c'est un peu naze. Hein. Je vais être franc avec vous, c'est celui qui m'a le moins plu de tout ce que j'ai lu pour l'instant. Dernière partie de la review, les petits gars, avec le tome 5 et le tome... Si je monte le bon côté, ça ira mieux. Le tome 6, voilà, tac. Alors, on aura au moins les 50 issues de Robert Venditti, donc ça c'est très cool, c'est-à-dire que la série a été publiée intégralement en VF, très très cool. Après quoi, la plume va passer dans la main de Grant Morrison, mais il est absolument hors des questions que je lise ça, hein, la fameuse série titrée en VF Hal Jordan Green Lantern, pour la simple et bonne raison que Grant Morrison et Green Lantern dans la même phrase, c'est incompatible pour mon cerveau de boucher, les petits gars. Alors, je suis emmerdé avec la série Green Lantern Rebirth, parce que j'aurais voulu l'apprécier, je me suis donné les moyens, je suis allé jusqu'au bout. Mais au final, là, je suis un petit peu vénère, c'est pour ça que je bouge dans tous les sens, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir tourné en rond et d'être revenu au point de départ. C'est le gros problème de Green Lantern Rebirth, c'est que ça a de l'ambition, mais ça finit toujours par se cracher. J'avais parlé de cette tentative de réconciliation entre les Green et les Yellow Lantern qui finalement débouchait très très vite sur un retour au statu quo classique, les jaunes restent les méchants, les verts restent les gentils, et puis ils sont condamnés à s'affronter éternellement aux 4 coins de la galaxie. On nous avait d'ailleurs teasé le retour de Sinestro, sempiternel retour de la menace ultime qui est quelque part par là, voilà, tapis dans l'ombre, prêt à ressurgir et prêt à reformer son corps des Yellow Lantern. On sort les violons et c'est reparti pour un tour. Et puis, il y avait quelque chose qui était très cool aussi, c'était le changement d'organisation au sein du corps. C'est John Stewart
voilà, qui mettait ses boules sur la table et qui prenait les rênes de tout le corps des Green Lantern, en tout cas de ce qui en restait. Et donc ça, c'était cool. Voilà, ça nous épargnait les sempiternels discours à rallonge des gardiens qui mettent 24 heures pour prendre une décision. Enfin voilà, et ça, c'était très cool d'avoir John Stewart qui prenne du galon. On avait une vraie évolution de personnage et c'est lui qui gérait le truc. Et donc là, on a le retour des gardiens. Voilà. Alors on utilise des gardiens qui ont changé un petit peu d'attitude. Vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes. Tiens, nique ta mère, il n'y a rien qu'à changer, c'est exactement les mêmes. Je vois pas où est le changement, quoi. C'est encore les vieux cons qui sont là en rond en train de faire leurs conseils et de mettre 30 plombes pour prendre une décision qui devrait se prendre en 30 secondes, quoi. Il y a quelqu'un en danger qui est important de ton corps, tu vas l'aider. Tu ne tires pas des plans sur la comète. Et donc c'est ce qui m'emmerde, voilà, c'est que les bonnes idées qu'avait Venditti en début de run, bah, finalement il les saborde toutes. Voilà, il les saborde toutes. Et c'est vraiment ce qui me pose problème dans son Green Lantern Rebirth. Tu vois, j'aurais kiffé que John Stewart il s'oppose formellement au retour des gardiens. Alors il le fait, mais c'est très rapide. Finalement, après, il se resoumet à leur autorité. Non, qu'il pose ses boules sur la table et qu'il leur dise maintenant, si vous reprenez le contrôle du corps, moi, je démissionne. Mais qu'il le fasse et qu'il reste en retrait. Voilà, qu'il démissionne pour de bon, en fait. Ça me ferait chier parce que j'adore John Stewart, mais c'est pour qu'il se passe quelque chose dans cette putain d'histoire, dans ce putain de run. Il y a 50 issues, il se passe rien, ça tourne en rond, on encule des mouches. C'est tout ce que fait Venditti, je suis désolé, il encule des mouches, quoi. Au final, tu te tapes 50 issues pour qu'à la fin, on te dise bon, bah finalement, on revient au point de départ. Non, mais sérieusement, quoi. Oh là là, c'est fatigant. Puis alors là, du coup, Venditti se contente d'enchaîner toujours les mêmes types de récits, avec toujours la même structure scénaristique. Un Green Lantern qui se fait capturer par une nouvelle menace. Et du coup, ben, les autres Green Lantern terriens, généralement, puisque ça tourne autour des 4 Green Lantern terriens, qui se mettent en branle pour aller le récupérer. Voilà, et puis toujours le même combat final à la fin de chaque arc, toujours la même chose. Le combat final qui est dominé dans sa première partie, évidemment, par les méchants, qui en font baver les gentils, et puis qui pensent jamais à leur couper leurs putains de doigts, ou à leur couper les bras, ou faites quelque chose. Non, ils les laissent toujours en possession de leurs anneaux. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les lanternes, ils arrivent toujours à sortir in extremis de situations désespérées pour retourner le truc, et puis pour gagner à la fin. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont lu Green Lantern Rebirth, là, il n'y a jamais un anneau qui est déchargé. Ça n'arrive jamais. Chez Venditti, les anneaux, ils sont. C'est pas les batteries Samsung, si tu veux. Voilà. Les trucs restent chargés ad vitam aeternam. Donc ça, c'est cool pour ce qui est des porteurs d'anneaux. Mais quand tu es lecteur, ça te fait chier, parce que finalement, ça nique aussi un peu les enjeux. Alors, je vous montre pas de visuel, parce qu'en fait, sur le dernier arc, qui voit s'affronter le corps des Green Lantern avec une nouvelle police intergalactique, qui applique une justice expéditive. On parle des Dark Stars, voilà, c'est ces mecs en scaphandre, là. Les Dark Stars, donc c'est une nouvelle police intergalactique qui décide d'appliquer une justice ô combien expéditive en éliminant un par un les criminels. Les gens qui ont des casiers judiciaires ou des choses à se reprocher, on va les trouver, on va les déglinguer en fait, voilà. Donc forcément, les Green Lanterns, c'est pas leur méthode. Eux, ils ont un système carcéral. Ils appliquent jamais la peine capitale. La peine de mort, c'est pas chez eux, quoi. Donc du coup, ben, forcément, ils s'opposent à ce corps des Dark Stars, qui est piloté par une figure emblématique du lore des Green Lantern. Et c'est pour cette raison que j'évite de trop vous en montrer, parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler qui se cache dans cette armure. Parce que c'est un personnage qui a, lui, pour le coup, une très belle évolution. Ça, c'est vraiment une des bonnes choses du run de Venditti, c'est que concernant ce personnage, celui qui prend le lead des Dark Stars, et ben franchement, l'évolution est très très cool. Tu vois que c'est travaillé, que c'est pensé, c'est sympa. Bref, alors du coup, forcément, cet affrontement entre la justice légale, on va dire, et la justice expéditive, punitive même, ben, ça nous ramène à des raisonnements sempiternels, déjà vus et revus dans le monde des comics, à savoir l'éternel questionnement autour de la morale des super-héros. Devraient-ils tuer? Voilà. Devraient-ils mettre leur super-pouvoir au service du crime, du meurtre légal, afin de se débarrasser une bonne fois pour toutes des salopards? Tu vois, c'est toujours cette question qui revient. Alors c'était cool dans What's So Funny About the Truth, Justice and the American Way. C'était cool dans Under the Red Hood, mais il y a un moment, rangez les violons, les gars, il y en a plein le cul, quoi. C'est bon, on a compris que les mecs appliquaient jamais la peine de mort. On le sait. J'ai pas besoin d'un arc sur je sais pas combien d'issues pour m'expliquer qu'à la fin, les Green Lantern restent des bons gars. Oh, c'est le problème de Venditti, c'est que finalement, voilà, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Alors je veux bien tourner en rond de temps en temps, mais là on parle de 50 épisodes pour qu'à la fin on me dise
Sinestro est encore en vie, il va repartir avec son armée, sa fille la rejoint. Là, je tout spoil, je suis désolé, mais putain, je mettrai une balise de spoil, tant pis. Hein. Les gardiens sont de retour pour finalement ne rien changer à leur façon de faire. Puis voilà, et puis ça débouche sur rien. J'ai vraiment l'impression de m'être fait enfiler, d'avoir lu un truc de 50 issues pour que dalle. Voilà. Donc je suis très dur avec cette série qui m'avait été plutôt bien vendue par les adorateurs des Green Lantern. Je peux comprendre qu'en tant que fan absolu des Green Lantern, on adore cette série parce qu'elle met très bien en avant les 4 lanternes du secteur 28-14. Pour le coup, là, c'est vraiment une ode, un hymne à l'amour, dirais-je même, aux 4 lanternes terriens. Si vous adorez les lanternes terriens, je pense que vous adorerez la série. Hein. Moi, je suis quand même assez, assez négatif sur cette série, mais c'est parce que j'ai vraiment cette impression de m'être fait niquer la gueule, quoi, d'avoir lu des choses qui paraissaient cool, mais qui n'aboutissaient à rien, quoi. Oh, c'est triste. Moi, je vous conseillerais de lire éventuellement les 4 premiers, voilà. Les 4 premiers, avec tout cet arc sur la réconciliation des Yellow et des Green. C'était sympa, malgré une fin beaucoup trop prévisible et convenue, que je n'aurais pas aimé voir. Voilà, comme j'expliquais, j'aurais aimé qu'on assiste à une alliance sur le long terme, avec vraiment un pourrissement de l'intérieur, tu vois, qui sont incompatibles, les jaunes et les verts, mais que ça se termine pas de manière aussi téléphonée, quoi. J'aurais voulu quelque chose qui prenne beaucoup plus de temps, pourquoi pas que ce soit le noyau dur de l'ensemble du run de Venditti, que ça prenne 50 issues, mais voilà, non, je trouve que c'est triste finalement, il y avait des bonnes idées, mais ça va nulle part, quoi. Ça va nulle part, ça revient au point de départ, c'est ça le pire, quoi. Donc voilà, je vous conseillerais uniquement les 4 premiers tomes. Évidemment, à lire après le run de Geoff Jones. Voilà, ça c'est sûr, parce que c'est clairement la suite. C'est la suite de tout ce qu'a fait Geoff Jones. Par contre, les deux derniers, le 5 et le 6, honnêtement, si je peux vous permettre d'économiser une quarantaine de balles, voilà. Parce que moi, pour le coup, ça a été pénible. Voilà, la lecture de Green Lantern Rebirth a commencé à être pénible avec l'arc dans lequel tu voyais les lanternes affronter les golems géants là, qui pourchassaient Orion, enfin le High Favor. Hein. À partir de là, ça a commencé à me saouler. Puis après, ben, c'était tout le temps un peu la même histoire, toujours de la redite, toujours les mêmes dénouements. Une vraie baisse au niveau de la qualité du scénario. La partie graphique, elle reste propre du début à la fin, j'ai rien à redire. Tous les épisodes ne sont pas signés Sandoval et Ivan Van Sciver hein, pour le dessin, mais les remplaçants s'en tirent plutôt bien et franchement, il n'y a pas de fausse note. Voilà. C'est quelquefois en dessous évidemment de Sandoval et de Sciver, mais honnêtement, sur l'ensemble des 50 issues, à aucun moment j'ai eu des dessins moches. Honnêtement, c'est honnête, voire très très beau de bout en bout. Donc ça, c'est vraiment le grand plus de la série et heureusement, parce que si en plus ces dessins avaient été mauvais, sur la fin du run, je pense que j'aurais eu encore plus de mal. J'y serais allé au bout. J'y serais allé au bout parce que j'ai cette putain de maladie du collectionneur à vouloir commencer et terminer les séries, toutes les séries possibles. Mais voilà, heureusement il y a les dessins de Sandoval pour qui rattrapent un peu le tout. Mais ouais, non, les 2 derniers épisodes, franchement, c'était pénible pour moi. Donc, je conseillerais les 4 premiers. C'est pas mauvais, c'est sympa, il y a des bonnes idées, mais voilà, c'est pétard mouillé, pétard mouillé. Puis après, par contre, ça devient médiocre. Je trouve que c'est médiocre. À partir du tome 5, ça raconte plus rien. Voilà. Bref, merci à vous tous les petits gars pour avoir suivi cette vidéo. Je le répète, ceci n'est que mon avis. Voilà, si vous adorez les Green Lantern, si vous êtes vraiment un passionné des Green Lantern, je ne saurais que vous conseiller d'aller quand même tenter votre chance parce que les publications VF sont malheureusement trop rares concernant ce pan de l'univers d'ici. Donc évidemment, allez-y, faites-vous une idée par vous-même. C'est pas parce qu'il y a un chauve qui raconte plein de conneries à l'écran qu'il faut prendre pour argent comptant le contenu de ces vidéos. Donc, allez faire un tour quand même si vous adorez les Green Lantern. Par contre, si vous aimez, mais sans plus que ça, contentez-vous de ce qu'a fait Geoff Jones. Voilà. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Si vous aimez les Green Lantern comme moi, mais sans plus, Geoff Jones, ça fait parfaitement l'affaire. Je pense que lui a raconté tout ce qu'il avait raconté et que là, Venditti, le pauvre, il pédale un peu dans la semoule, mais pour cette bonne raison qui passe après Geoff Jones. Et forcément, il y avait beaucoup plus de chances qu'il fasse du moins bon qu'il le surpasse. Voilà. Le résultat est là. Ciao les zingues!